Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux politiques budgétaires, dans laquelle nous allons voir l'approche néo-keynésienne. La NEK, ou Nouvelle économie keynésienne, remet en partie en cause l'hypothèse de revenu permanent que l'on a vu dans la dernière vidéo, ce qui va amener à une réhabilitation partielle de l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que les relances budgétaires retrouvent en partie leur efficacité, mais pas autant que pour les keynésiens classiques, que pour les keynésiens de base. La nouvelle économie keynésienne conserve également des réticences vis-à-vis de ces politiques budgétaires. Ils parlent d'un effet d'éviction partiel. Selon eux, l'économie va subir une baisse de l'investissement, ce qui va ralentir la croissance à long terme. Ils invoquent également une nécessité pour l'État de respecter sa contrainte budgétaire. Et la conclusion, c'est que selon eux, l'utilisation des relances budgétaires doit être limitée aux périodes de crise économique sévère. Alors pourquoi est-ce qu'ils remettent en cause l'hypothèse de revenu budgétaire et le théorème d'équivalence ricardienne? Eh bien, c'est parce que ces deux hypothèses reposent sur des hypothèses très fortes, justement. Ces deux théories reposent sur des hypothèses très fortes. Notamment le fait que les marchés financiers soient parfaits, c'est-à-dire que les ménages ont accès au crédit, donc ont accès au marché du crédit, donc à l'épargne ou au crédit. Ils ont tous accès, ce qui leur permet de consommer en fonction de leur revenu permanent YP. Selon les classiques, tout le monde a accès au marché du crédit. Pauvres, riches, on s'en fiche, tout le monde y a accès au marché du crédit. Et donc, dans ce cas-là, ils vont consommer en fonction de leur revenu permanent. La deuxième hypothèse très forte, c'est l'altruisme intergénérationnel. Donc l'altruisme intergénérationnel, c'est le fait que lorsque l'on transmet une dette à ses descendants, on va également transmettre l'épargne qui permet d'y faire face. C'est ce qui expliquait, pour les classiques, que les multiplicateurs étaient nuls, notamment. Parce qu'ils savaient, enfin, selon les classiques, les ménages savent que s'il y a une hausse de P, s'il y a une hausse de G, pardon, bah, ça sera compensé plus tard par une hausse des impôts. Donc ils ne vont pas consommer parce que leur revenu consommer plus parce que leur revenu permanent n'a pas augmenté. Voilà, c'est ça l'altruisme intergénérationnel, notamment. Et donc, la nouvelle économie keynésienne va relâcher en partie ces hypothèses. Elle ne va pas complètement les garder. Et elle va notamment dire que l'altruisme générationnel peut certes exister, mais qu'il est assez faible. Hein. On ne pense pas à l'infini, on ne pense pas comme si on avait un horizon de vie infini, mais on pense surtout à nous, et un peu, parfois, après à nos descendants. Donc l'altruisme générationnel pour les néo-keynésiens est moins fort que pour les classiques. Et surtout, ils vont contredire l'hypothèse du marché du crédit parfait. Selon eux, la nouvelle économie keynésienne, le marché financier est imparfait. C'est-à-dire que les ménages ont un accès inégal au marché des crédits. Il y a ceux qui ont accès au crédit, donc ceux qui peuvent avoir accès au crédit, c'est-à-dire les personnes plutôt riches en général, plutôt aisées. Et bien, ces personnes-là vont avoir un comportement qui repose effectivement sur leur revenu permanent, YP. Donc ils vont lisser leur consommation vis-à-vis de ce revenu permanent. Ce qui fait qu'il n'y a pas ou peu d'effet multiplicateur suite à une hausse de G ou une baisse de T. Voilà. Mais il y a des individus qui n'ont pas accès au marché financier. Par exemple, ceux qui n'ont pas les garanties nécessaires pour faire des crédits ou qui n'ont pas d'épargne à mettre. Et donc, ces personnes-là n'ont pas accès au marché du crédit, au marché financier. Et donc, ils vont consommer en fonction de leurs revenus courants. Et ainsi, ils vont profiter des relances budgétaires pour consommer davantage. On retrouve l'effet multiplicateur. Donc, pour une partie, effectivement, il n'y a pas d'effet multiplicateur pour ceux qui ont accès au crédit. Parce que ils utilisent leur revenu permanent, ils consomment vis-à-vis de leur revenu permanent. Mais pour ceux qui n'ont pas accès au marché du crédit, on va retrouver un effet multiplicateur. Et donc, grâce au second, une augmentation de G, une augmentation de G ou une augmentation de P ou une baisse des taxes, un des trois, eh bien ça va entraîner une augmentation de Y, donc une augmentation de N, et donc une baisse du chômage. Donc là, on peut se dire, ok, donc la nouvelle économie keynésienne semble favorable effectivement
aux politiques budgétaires, mais ils ont quand même des réticences vis-à-vis de ces relances budgétaires. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un effet d'éviction. En effet, lorsque l'on augmente G, il va se produire un effet d'éviction partiel, c'est-à-dire une baisse de I, ce qui va ralentir la croissance future. On rappelle que si l'investissement baisse, il y aura moins de machines dans le futur pour produire, donc la croissance sera ralentie par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a cette relation? Pourquoi est-ce qu'il y a cet effet d'éviction? Eh bien, on rappelle que l'égalité comptable, que les besoins de financement doivent être égaux aux capacités de financement. C'est-à-dire que la capacité de financement S doit être égale aux besoins de financement I plus G moins T. Capacité de financement, besoin de financement. Et donc, pour Keynes, donc pour les keynésiens de base, une augmentation de G entraîne un effet multiplicateur élevé, 1 sur 1 moins C. Et donc, ça fait que l'augmentation de S, que S va augmenter, que la variation de S va être égale à la variation de G moins T. Donc, ça se compense. Et l'égalité reste vérifiée. Mais, donc il n'y a pas d'effet négatif sur I. Mais, pour la nouvelle économie keynésienne, pour la NEK, l'augmentation de G va entraîner certes un effet multiplicateur, mais réduit. Ce qui fait que la variation, l'augmentation de l'épargne sera inférieure à la variation du déficit public, de G-T. Pourquoi? Parce que certaines personnes, certes, vont consommer par rapport à leurs revenus présents, par rapport à leurs revenus disponibles, mais une autre partie, ceux qui ont accès au marché des crédits, vont consommer par rapport à leurs revenus réels. Ce qui fait que, leurs revenus permanents plutôt, ce qui fait que la consommation va être lissée, donc un effet multiplicateur plus faible. Et si on met ça les deux ensemble, on a un effet multiplicateur qui est quand même plus faible que pour les keynésiens. Et donc, si l'augmentation de S est inférieure à l'augmentation de G-T, c'est-à-dire que l'État va devoir se financer quelque part sur le marché des fonds prêtables. Et donc, ça va entraîner des tensions sur le marché des fonds prêtables parce qu'il va y avoir plus de demandes, puisque l'État se rajoute. S'il y a plus de demandes et que l'offre reste inchangée, il va en résulter une augmentation du taux d'intérêt. Or, si le taux d'intérêt augmente, l'investissement va baisser, ce qui va ralentir la croissance future. Donc déjà, premièrement, les néo-keynésiens disent « Ok, ça marche, mais déjà, l'effet multiplicateur est moins fort, et en plus, ça a des grandes chances, ça ralentit même la croissance future parce qu'il y a une baisse de l'investissement. » De plus, les auteurs néo-keynésiens insistent sur la nécessité de l'État de respecter sa contrainte budgétaire intertemporelle. C'est-à-dire qu'à long terme, il faut que la somme des dépenses de l'État soit égale à la somme des recettes de l'État. C'est-à-dire que, effectivement, selon eux, l'État peut mener des politiques contracycliques en augmentant G-T lorsque la croissance ralentit, lorsque la croissance va baisser. Donc si la croissance baisse, effectivement, pour ces auteurs, on peut augmenter le déficit public pour freiner justement cette croissance et aider à un renouveau. Donc là, on a le droit, selon eux, d'augmenter le déficit public. Mais, il y a une nécessité de dégager des excédents dans les périodes de forte croissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a freiné cette baisse de croissance, cette crise, eh bien, lorsque la croissance va reprendre, il va falloir réduire ce déficit, il va falloir rembourser la dette qui a été créée en dégageant des excédents, c'est-à-dire en faisant en sorte que le déficit public soit inférieur, que les recettes soient supérieures aux dépenses. Donc que le déficit public soit inférieur à 0. Et donc que T soit supérieur à G. Les recettes supérieures aux dépenses.
Et donc cela nous amène à un autre point, toujours à partir de la contrainte budgétaire intertemporelle, hein, donc la somme de G qui doit être égale à la somme de T, c'est qu'il faut éviter les politiques budgétaires discrétionnaires. C'est-à-dire que pour les néo-keynésiens, il faut éviter d'augmenter les dépenses, donc G, en temps de crise de manière délibérée. C'est-à-dire que pour eux, il ne faut pas, là, si on constate une crise, dire « Ok, je vais soutenir la croissance en construisant des hôpitaux, construisant des écoles, on va former des profs, voilà, on va augmenter les dépenses comme ça. » Pour eux, il ne faut pas faire ça parce que, à cause de cette contrainte budgétaire, il va y avoir une nécessité de baisser ces dépenses dans la phase de reprise. Parce qu'effectivement, on va augmenter G-T pour soutenir lors de la crise, mais plus tard, à cause de la contrainte intertemporelle, il va falloir le baisser. Donc, soit augmenter T, soit baisser G. Or, eh bien, G, c'est rigide à la baisse. On imagine bien que si l'État dit, hop, on construit des hôpitaux, des lycées, hop, on soutient la croissance, et qu'après, 3 ans plus tard, il fait ah ouais, mais on va fermer ce lycée et cet hôpital. Ça passe pas trop. Aussi bien politiquement que même matériellement, non, ça passe pas. Et donc, ce sont des restructurations déjà qui vont prendre du temps, donc qui sont peu compatibles avec des ajustements conjoncturels, donc des ajustements rapides pour faire face à la conjoncture. Et en plus, politiquement, c'est mal vu, donc c'est pas trop fait. Donc premièrement, G est rigide à la baisse, et en plus, il y a des lourdeurs institutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un délai entre la décision politique et l'engagement des dépenses. Par exemple, effectivement, on constate une crise, l'État dit ok, on construit des choses, hop, on fait des dépenses publiques. Mais ça peut prendre du temps entre le fait qu'il faut voter le budget, qu'il faut voter la loi, qu'il faut construire aussi, il faut la mettre en place, la politique. Eh bien, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps, surtout que l'administration française est un peu lente. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut faire en sorte que la dépense arrive à contre-temps du cycle économique. C'est-à-dire que la dépense devait arriver pendant une phase de baisse de la croissance économique et finalement, à cause des lenteurs, elle arrive lors d'une phase de croissance. Or, on vient de dire juste avant, qu'à cause de la contrainte intertemporelle, il fallait que les baisses de dépenses arrivent dans la partie descendante et que dans la partie ascendante, il fallait au contraire réduire ces dépenses. Donc là, ça ne va pas. C'est-à-dire augmenter G pour soutenir la croissance quand il y a une crise, non, il faut éviter parce que c'est rigide à la baisse et qu'en plus ça peut intervenir à contre-temps. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux variables sur lesquelles on peut jouer. Il nous reste les prestations et les taxes. Et donc, selon les néo-keynésiens, il est plus facile, plus rapide et bien plus réversible, et encore que, de jouer sur les prestations ou sur les taxes, d'augmenter les prestations ou de baisser les taxes. Et ainsi de laisser jouer les stabilisateurs automatiques. C'est-à-dire que pour les néo-keynésiens, il est plus facile, si on veut éviter une trop forte crise et faire des relances budgétaires, de passer par une augmentation des prestations et une baisse des taxes, parce que déjà c'est beaucoup plus rapide à faire, ça peut être presque instantané entre guillemets. On le voit bien en ce moment que les aides, elles sont assez rapides à venir, normalement, en tout cas dans les choix politiques. Et pareil pour les taxes, on peut baisser les taxes beaucoup plus facilement que de construire un hôpital, une école, etc. Et ces néo-keynésiens disent également que ça peut être réversible, mais bon, ça reste à discuter puisque vous imaginez bien que si on accorde des aides et que après on les enlève ou qu'on augmente les taxes après, ça peut ne pas être très bien perçu, mais bon, ça reste quand même plus réversible que de détruire un hôpital et une école. Et le deuxième point, c'est qu'il faut laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Donc ça, on les avait déjà vus dans la première vidéo des politiques budgétaires. Les stabilisateurs automatiques, ce sont toutes les prestations et les aides, les prestations et les subventions qui ont été mises en place dans le passé et qui automatiquement vont permettre de freiner, de réduire l'ampleur des cycles économiques. Donc pour plus de précision, je vous invite à la vidéo politique budgétaire, approche keynésienne. Donc voilà. En Europe, avec l'Europe, la contrainte budgétaire intertemporelle, donc somme de G égale somme de T, eh bien elle trouve sa traduction institutionnelle, donc on en trouve la trace,
dans les règles de limitation des déficits, donc avec Maastricht, le pacte de stabilité et de croissance, la loi Pacte, etc. Notamment le fait que normalement on n'est pas censé avoir un déficit de plus de 3% du produit intérieur brut, avec des restrictions à l'intérieur, etc. Bon, c'est moyen respecté, surtout en temps de crise. Donc, pour les néo-keynésiens, il est préférable de privilégier une politique monétaire, donc avec la règle de Taylor. Là, je vous renvoie aux vidéos d'avant, on ne va pas réexpliquer. Mais voilà, il est préférable pour eux de privilégier la politique monétaire, ça marche mieux, et c'est mieux pour l'avenir, tout ça. Sauf que, on a remarqué des problèmes récemment, ainsi qu'avec les crises sévères 2008, 2010, 2010, eh bien, il s'est formé des trappes à liquidité. C'est-à-dire que les gens ne vont pas consommer l'argent qui vient des politiques monétaires. Parce qu'ils n'ont plus confiance, ils ne vont pas réinvestir. Parce que problème de confiance. Il y a donc une inefficacité des politiques monétaires pour relancer l'activité. Et en plus, les taux directeurs, IMBC, sont très proches de zéro, donc on ne peut pas trop les baisser pour relancer l'activité économique. Et le seul choix qui reste, donc, ce sont le recours aux politiques budgétaires. D'autant plus que, eh bien, en temps de crise, l'effet multiplicateur peut être plus élevé qu'en période normale. Parce que certes, c'est une critique entre guillemets des keynésiens que l'effet multiplicateur est plus faible, mais en temps de crise, ça peut se révéler l'inverse, ça peut être assez élevé. Donc c'est difficile à mesurer, il y a des débats importants, et notamment les débats vont dépendre des théories sous-jacentes. C'est-à-dire que généralement les keynésiens, quand on est keynésien, on va avoir des résultats de l'ordre entre 1,3 et 1,7. Pour la nouvelle économie keynésienne, on va être plus à K qui est environ à 1 à peu près. Et pour les néoclassiques, on va être inférieur à 0,5, voire même inférieur à 0. Mais certains membres de la nouvelle économie keynésienne ont reconnu que les multiplicateurs seraient effectivement plus élevés en période de crise. Notamment, un exemple, c'est Olivier Blanchard, qui était chef économiste du FMI de 2008 à 2015, donc c'est un mec qui pèse quand même dans le milieu de l'économie, et qui reconnaît effectivement que le FMI pensait que en 2008, le multiplicateur était égal à 0,5 environ, mais qu'au final, les évaluations ultérieures, c'était plutôt K supérieur à 1. Pourquoi? Parce que, en temps normal, une relance budgétaire, lorsqu'on fait une relance budgétaire, va entraîner une augmentation de Y, et donc une baisse du chômage. Or, on l'avait vu avec la courbe de Phillips, si on baisse le chômage, il va y avoir des tensions inflationnistes parce que les salaires sont variables, peuvent varier plus facilement à la hausse. Et donc, il va y avoir des tensions inflationnistes par les coûts. Et donc, il peut en résulter une augmentation du taux d'intérêt nominal de I. Parce qu'on rappelle que I, c'est égal au taux d'intérêt réel plus l'inflation. Or, en temps de crise, eh bien, la relance budgétaire ne va pas entraîner cette augmentation de I en temps de crise, puisque la Banque centrale est préoccupée par la liquidité du marché interbancaire. Donc elle baisse, la Banque centrale baisse IMBC. Donc le coût de refinancement du crédit baisse, ou en tout cas il n'augmente pas. Parce que c'est la crise et que justement il faut assurer la liquidité du marché interbancaire pour éviter tous les problèmes des banques qu'on avait vu plus tard. Donc les taux d'intérêt nominaux ne vont normalement pas trop augmenter. Donc ça c'est une première raison qui fait que les multiplicateurs peuvent être plus élevés en période de crise, parce que le taux d'intérêt ne va pas augmenter. Et aussi parce que en cas de crise, il y a ce qu'on appelle du credit crunch, c'est-à-dire que les banques vont augmenter de manière importante le rationnement du crédit. Or, si les banques rationnent plus leur crédit, il y a plus en proportion de ménages qui n'ont plus accès au marché financier. Et donc, pour ces ménages-là, leur dépense ne va plus dépendre de leurs revenus permanents, mais de leurs revenus actuels. Donc un effet multiplicateur plus élevé. C'était ce qu'on avait vu au tout début, que ceux qui ont accès au marché du crédit, eh bien, eux, ils consomment par rapport à leurs revenus permanents, et ceux qui n'ont pas accès au marché du crédit, ils vont consommer par rapport à leurs revenus courants. Et donc, s'il y a une augmentation de ces personnes qui n'ont pas accès au marché du crédit,
plus de personnes vont consommer par rapport à leur revenu courant. Donc si on augmente ce revenu courant, on a un effet multiplicateur qui sera assez élevé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui aura été plus courte que les précédentes, qui était vraiment longue. Donc on voit bien que la nouvelle économie keynésienne s'inspire à la fois des théories keynésiennes qu'elle contraste, qu'elle confronte avec les théories néoclassiques pour faire voilà, une sorte de mix des deux. Et donc on retrouve des hypothèses des deux et on retrouve une sorte de compromis. Donc on voit bien qu'il y a des effets multiplicateurs comme chez les keynésiens, mais en même temps des effets d'éviction et une sorte de réticence aux politiques budgétaires. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.